écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 4e édition du Baromètre Lean, baromètre que nous avions lancé il y a maintenant 4 ans, juste après le Covid, justement pour savoir si cette petite crise avait entraîné des changements dans l'organisation, dans les organisations, dans les approches Lean. Donc, on avait estimé que c'était intéressant de savoir comment allaient évoluer les pratiques à ce moment-là. Et donc, on en est à la 4e édition. Donc, merci à tous, déjà ceux qui ont répondu, et merci à vous tous qui êtes présents pour ce live. Ce live est enregistré, donc on le mettra ensuite à disposition notamment du Club Lean, mais aussi d'autres qui souhaiteront revoir la vidéo, ainsi que les slides qui vont vous être présentés. J'aurai le plaisir de co-animer avec Grégory, qui est juste à côté de moi, cette restitution qui va nous emmener jusqu'à 12h30. Nous serons accompagnés aussi de Nicolas Marie, qui est le directeur de Happy Lean Suisse et qui sera là aussi pour synthétiser les différentes questions que vous aurez. Donc, n'hésitez pas à poser quelques questions en live. Donc, soit Nicolas, tu vois qu'il y a des questions importantes sur la thématique en question, soit on fera une petite synthèse à la fin avec quelques questions particulières que l'on pourra poser. Alors, bien sûr, nous avons la chance d'avoir 2 super invités avec nous. François Papin, qui est VP des opérations France, et Karine Pham, qui est le chef de département de l'IES du groupe Renault. Peut-être juste pour démarrer, François ou Karine, est-ce que vous souhaitez vous présenter très rapidement? Karine, vas-y. Allez, Karine. Ok, honneur aux femmes alors. Donc bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour commenter le baromètre de 2023. Donc Karine Pham, donc je suis chef de département de l'IES, donc tout ce qui est attrait aux Lean et aux outils et méthodes du système de production du groupe Renault. Donc on vient juste de changer de nom, si vous ne le saviez pas, mais avant on s'était nommé APW. Et voilà, donc enchantée d'être avec vous pour commenter ce baromètre. Merci, Karine. Ouais, bonjour à tous, François Papin. Moi, je suis donc en charge des opérations chez Alstom pour la France. Donc ça veut dire quoi? Je coordonne l'ensemble des métiers engineering, qualité, supply chain, manufacturing, et puis aussi tout ce qui est amélioration continue. Voilà, je suis une personne qui a bossé très longtemps dans les usines Peugeot, Citroën, Toyota et maintenant Alstom. Alors, je vous propose de démarrer. Nous avons prévu pour cette présentation d'alterner entre Grégory et moi. On vous présentera les résultats, mais surtout, on donnera la parole à Karine et François pour commenter certains de ces résultats. Certains sont plutôt stables, donc on ne va pas trop en parler ou très rapidement. Et puis d'autres, il y a vraiment des changements. Donc, on est curieux d'avoir vos retours aussi, Karine et François. Alors, pour cette approche de cette 4e édition, le principe reste le même que les années précédentes. On a envoyé un questionnaire à peu près 350 personnes, donc différents métiers, bien sûr, qui tournent autour du Lean, que ce soit des directeurs Lean, directeurs généraux, directeurs d'usine, Lean manager, la liste est longue. Et puis, à l'issue de cet envoi de questionnaire, nous avons reçu 115 résultats et 170 verbatims, donc c'est plutôt une bonne année, beaucoup de retours. Ça montre aussi l'intérêt pour ce genre d'approche et de baromètre. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, donc, on vous présente la restitution avec les chiffres et nos commentaires, comme le disait justement Carlos. Donc, je vous propose, sans plus attendre, qu'on démarre cette restitution avec la première question, qui est: que s'est-il passé avec vos activités Lean depuis 1 an? L'idée, c'était de regarder comment les choses avaient évolué. Ce qu'on voit, c'est que 84% des entreprises nous disent que ça continue. Donc, on est dans une phase où soit tout est comme avant, soit on replanifie, on planifie en tout cas les activités pour l'année à venir. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On a un petit moins de 20% de personnes d'entreprise qui se posent des questions ou qui sont peut-être un petit peu perdues dans le contexte actuel. Pour la deuxième question, à savoir si ces 3 dernières années, elles ont eu un impact sur une éventuelle remise en cause de la stratégie Lean. Là encore, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de remise en cause. On est autour de 60% d'entreprises qui nous disent non, pas de remise en cause, on reste sur notre ligne de conduite. Et puis, 4 entreprises sur 10 ont un doute malgré tout sur les pratiques. Et là, je propose à Karine de répondre à cette question pour Renault, justement, chez toi. Comment ça se passe, Karine? Est-ce que ça a remis en cause un peu cette stratégie ces dernières années ou pas du tout? Alors, un petit peu oui, parce que on a quand même été pas mal perturbés par les différentes crises de composants et de Covid. Donc, on a eu des périodes où fallait vraiment se focaliser sur produire et pas forcément sur le reste, et en l'occurrence le Lean.
Et donc, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses d'inscrites dans nos processus, dans nos routines, dans nos standards, ça vivait, mais ça vivait. Voilà, c'était pas en amélioration continue. Et donc, l'après-Covid, c'était quand même un réveil où on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on recrante. On est sorti de l'après-crise et il faut qu'on reparte dans les starting blocks là pour remettre de l'énergie, tout le monde en focus et remettre de l'énergie qui s'était un petit peu endormie sur ces 3 années. Très bien, merci Karine. Alors j'enchaîne avec les 2 autres questions. Une question qui est finalement, la réponse est quand même assez stable. C'est est-ce que le Lean a permis de mieux amortir ces différents événements sur ces 3-4 dernières années? Bon, on s'aperçoit que finalement, sur les 4 éditions, les chiffres sont assez stables. On est toujours autour de 64-65%. Et donc, quand même, il y a une majorité d'entre vous qui disent que le Lean a permis de mieux amortir ces 4 années-là. Question importante, avant de reposer la question aussi à Karine, c'est finalement de voir en quoi cette dernière année a changé les pratiques Lean sur le terrain. Là, on s'aperçoit que on est toujours sur le pilotage de la perf, très serré, qui reste le top 3 d'ailleurs, il est inchangé par rapport à l'année dernière. On retrouve toujours le pilotage de la performance, l'implication du management et l'augmentation des chantiers qui progressent d'ailleurs d'année en année. Vous voyez, on était à 14% en 2021, c'est-à-dire qu'on avait vraiment stoppé les chantiers. Là, on est presque à 40%. Les formations sont finalement assez stables aussi, en légère hausse. Et puis après, les nouveaux outils, la digitalisation, elle est stable aussi, on le verra tout à l'heure. Et pour toi, Karine, ou chez Renault, justement, en quoi cette dernière année a changé un peu les pratiques du Lean? Oui, donc en fait, on est dans un monde post-Covid qui est très toujours un peu perturbé, mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire que ça s'accélère énormément. La concurrence est d'autant plus rude après qu'avant, enfin en l'occurrence pour le marché automobile. Et donc ça ne m'étonne pas qu'on est dans un esprit de compétitivité post-Covid où on doit recentrer tout le monde sur la performance. Et pour pouvoir le faire, on a besoin du management, quoi. Donc c'est vrai qu'ils doivent guider tous ces travaux, tous ces chantiers. Et si on ne les applique pas eux, ils ne seront pas des guides, des sponsors pour ces items. Donc on doit absolument les emmener eux d'abord. En tout cas, c'est notre stratégie à nous côté Renault. Très bien. Merci Karine. Alors, on continue avec, finalement, est-ce que, selon vous, il y aura une autre manière de conduire le Lean dans les années à venir, que ce soit cette année ou celles qui suivent? Bon, on voit qu'il y a quand même une grande proportion qui dit oui. Oui, effectivement, ces crises, en tout cas, ces événements passés, ont un impact et vont devoir avoir une nouvelle façon de conduire le Lean. Et on note quand même une évolution de 16 points depuis 2020, si on prend un peu l'historique depuis le premier baromètre. Donc, on voit cette progression constante, 55, 63, 71% cette année. Pour la question suivante, en quoi est-ce que cela changera vos pratiques demain? Là encore, on est sur une tendance assez stable d'impliquer davantage le management. On voit que c'est toujours important pour la grande majorité d'entre vous. Un petit peu moins sur la formation, mais ça reste quand même une bonne moyenne, 55%. Et puis, on parle aussi de la priorisation de nouveaux outils qui reprend un petit peu d'importance. Et justement, François, alors on peut regarder ça effectivement aussi. François, pour toi, est-ce que tu es aligné avec ça ou qu'est-ce qui se passe chez Alstom? Moi, je ferai un petit commentaire au-delà d'Alstom, là. C'est-à-dire, moi, je suis très, très satisfait là, qu'on voit cette progression autour du management. Si on revient un petit peu en arrière dans le slide là, pour voir les progressions depuis quelques années. 50, 61, 76. Ça, c'est plutôt très, très bien parce que c'est vraiment la cœur de la machine. C'est-à-dire, si on prend un petit peu de hauteur, le Lean, il y a 2 façons de voir le Lean. Il y a le Lean qui est la boîte à outils. Donc, c'est celle où on parle de 5S, de VSM, etc., de chantier Kaizen, Dandon, qui est piloté par un certain nombre d'experts dans les entreprises. D'ailleurs, ils ont souvent le nom. Après, on mixe le nom d'entreprise avec le système. Et puis, ça fonctionne, mais ça ne donne pas forcément toute la performance ou tout le changement qu'on pourrait attendre. Parce que c'est pas forcément pris par le management. Et donc, si le management n'est pas là, et s'il n'y a pas une impulsion du Lean, et je dirais que c'est la deuxième façon de voir de Lean, il n'y a pas l'impulsion qui passe à travers une culture forte de l'entreprise, donc une impulsion qui vient
du PDG, du directeur, du chef de l'entreprise, du directeur du site, vous n'aurez pas forcément le changement. Donc, à ce titre-là, c'est plutôt très encourageant quand on voit cette percée continuelle. Ça veut dire que sans le management, on peut rien faire et c'est pas un truc à part. Hein. Le Lean, c'est pas des outils à part. Moi, j'ai pu l'expérimenter perso là, quand je suis arrivé, maintenant, il y a un certain nombre d'années chez Alstom, là, sur un site. Si vous prenez les choses en main et si vous impliquez ce changement, vous mettez en place une culture, vous mettez en place des relais justement pour soutenir cette culture, vous obtenez des choses assez exceptionnelles. Donc c'est plutôt très très bien de voir cette tendance. Et puis le management, sans eux, on ne peut rien faire. Et il faut absolument les former. Voilà ce que je voulais dire sur ce slide qui est quand même plutôt très très intéressant. Une belle prise de conscience, en tout cas progressive. C'est vrai que pendant longtemps, c'était l'affaire d'experts et on implique de plus en plus le management. Merci François. Et c'est très bien. Justement, peut-être c'est lié aussi à cette partie Oshin Cannery, qui est donc le déploiement de politique, ou DOPA, comme on l'a appelé à un moment donné chez Renault, ou les OKR, enfin tout ce qui va tourner vraiment à ce déploiement de politique. On s'aperçoit quand même que ce n'est pas quelque chose qui est acquis encore. Vous voyez, il y a 56% qui pensent que ça a pris de la place dans cette période de transformation, mais grosso modo, on est à une entreprise sur deux qui pratique, on va dire, le Oshin Cannery. Donc, ce n'est pas encore une méthode qui est vraiment banalisée dans toutes les entreprises. François, comment tu vois la chose? Le Oshin Cannery. Je suis d'accord avec ce qu'est mis là. Donc déjà que c'est une entreprise sur deux l'utilise. Déjà, le mot là, c'est un peu barbare. Donc il faudrait peut-être qu'on appelle ça autrement. Donc le Oshin Cannery, c'est assez simple. Alors moi, c'est un outil redoutable et performant. Moi, je l'utilise beaucoup et j'ai essayé chez Alstom de le déployer sur l'ensemble des sites français. Donc, moi, j'appelle ça un plan de progrès. Donc, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet à la fois de décliner la stratégie de l'entreprise, mais aussi définir les axes de progrès que vous voulez faire sur votre entité, hein, soit votre service, soit votre direction, soit votre site. Et donc, c'est un outil ultra performant. Moi, ça me fait penser quand même qu'il faudrait qu'on arrive à simplifier ces langages autour, ces Oshin Cannery. Ça sert à quoi? Comment on le fait? Et c'est quand même faisable. Et c'est un outil d'une performance assez exceptionnelle. Et c'est surtout un système, c'est pas que de la déploiement de la stratégie, c'est pas que du top-down. Il y a aussi beaucoup de bottom-up. Et donc derrière, on s'arrête une fois dans l'année. Et pourquoi c'est performant? C'est quand vous êtes manager lean, vous avez la tête dans le guidon, vous essayez de faire avancer les choses, régler vos problèmes, etc. Et vous devez savoir à la fois pourquoi la vis elle est desserrée sur tel train, mais aussi on vous demande la réunion d'après, c'est quoi votre vision. Donc le but, c'est de s'arrêter une fois dans l'année, de se dire où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire avec mes équipes. C'est avant tout ça, le Oshin Cannery. Donc moi, je ne peux qu'encourager. Il faut peut-être qu'on réfléchisse tous ensemble comment on peut encourager encore plus ces pratiques-là et les rendre plus simples dans la compréhension. Voilà ce que je voulais dire sur cette chose-là. Merci François. Qui me tient à cœur, ça marche vachement bien quand on l'utilise bien. Ouais. Après, c'est vrai que ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple. La notion de déclinaison, elle n'est pas évidente. La remontée, d'avoir des revues. Nous, ce qu'on voit avec nos clients, c'est que certains le font en début d'année et puis ils ont du mal à suivre les revues. Donc, du coup, ils arrivent en fin d'année et puis, mince, on n'est pas aux objectifs. Donc, mais je pense, je suis tout à fait d'accord qu'on a beaucoup d'éducation à faire sur de la simplification de ces démarches-là pour les rendre de plus en plus accessibles. Alors, et on voit effectivement. Ouais, François. Non, juste pour dire, là, une petite, oui, c'est vrai que on définit, tout le monde définit ses axes. Et après, on a du mal, on se dit, tiens, je vais le revoir une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je pense que, alors j'ai eu ces difficultés aussi. Ce qui fonctionne plutôt bien, c'est de revoir ça une fois par semaine, mais un thème par thème. C'est-à-dire, vous avez une vingtaine de thèmes ou 25, et vous les revoyez toutes les semaines, ça maintient le système et ça fonctionne plutôt pas mal. D'avoir un rituel hebdo autour du déploiement politique. Oui, tout à fait. Et on a beaucoup de petits pouces levés qui apparaissent sur les différentes fenêtres. Donc, beaucoup de participants partagent ton avis, François. C'est sympa. Autre question, c'est qu'est-ce que ces dernières années vous ont enseigné sur votre pratique du Lean?
Là aussi, ce qui est toujours le top 3 n'a pas changé de mémoire, revient toujours au back to basics, c'est-à-dire revenir sur les fondamentaux du lean. 67%, c'était déjà un niveau élevé. Rendre les équipes davantage autonomes, ça a un petit peu baissé, mais ça reste un niveau quand même très important, ainsi que la flexibilité et la réactivité face aux demandes du client. Mais on est toujours sur cet esprit du back to basics. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, François? On revient toujours finalement aux fondamentaux et d'insister, de taper sur les fondamentaux? Ouais, alors dans le lean, on dit toujours back to basic ou souvent back to basic, mais on dit ça quand on est perdu. Hein, si vous reprenez aussi, ouais, si vous prenez un peu l'évolution là, donc je dirais que l'amélioration continue, c'est un chemin, enfin l'atteinte de l'excellence en utilisant l'amélioration continue, c'est un chemin qui est pas toujours facile, hein, mais comme tout chemin. Et puis, il y a un certain nombre d'embûches. Les dernières qu'on a pu vivre, c'est la pandémie, là, donc, c'est la grosse embûche. Qu'est-ce qui se passe? On est complètement un peu désorienté. Il faut réadapter nos façons de faire. Et puis après, on a vécu quand même pas mal de turnover. Hein. Nous, chez Alstom, on a vécu quand même pas mal de turnover. Je pense que des difficultés de recrutement. Et donc, vous apercevez quand il y a une personne qui s'en va, tac, mince, j'ai tout perdu autour. Alors, ça veut dire déjà que vous n'aviez pas la bonne culture. Mais se dire que ce back to basic, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on parle beaucoup de standards, on revient au standard, il faut faire du 5S, etc. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. Et à l'époque, j'ai eu la chance de bosser de nombreuses années chez Toyota et il y avait ce qu'on appelle les gens là-bas de l'OMD, là, ceux qui sont là pour améliorer la performance du management et des managers. Bon, on échangeait un soir, je me souviens, me disait, mais à quoi je sers? Et c'était son questionnement profond. Et il disait, moi, je sers à résoudre des problèmes. Et le premier basique du Lean, c'est il faut toujours essayer d'identifier son problème. Donc, au-delà de revenir sur un standard, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que je veux traiter? Et puis après, former les gens au traitement des problèmes. Mais j'ai vu que ça revenait de temps en temps, là, dans ce thème est assez présent dans ce retour. En tout cas, pour moi, le bac pour basique, c'est clé. Quand vous êtes paumé, il faut revenir au basique, donc avant tout le standard. Mais la première chose, c'est bien comprendre son problème. C'est surtout ça qui me fait témoigner sur ce slide-là. On verra en effet, tu as raison, dans une autre question, la résolution de problème revient également en force. Là maintenant, justement. Exactement. Et bien justement, quels domaines du Lean seront encore plus importants demain? Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution quand même dans vos verbatims, dans vos réponses. Et notamment, on en parlait un petit peu au début de la présentation, sur les standards à la formation des collaborateurs, qui revient en tête des standards, j'allais dire, les plus plébiscités, au détriment un petit peu quand même de la résolution de problème, exactement, il perd une place, hein, il n'est pas encore loin dans le classement. Mais ça veut dire que ces deux éléments restent importants et sont une priorité par rapport, justement, on le disait, au déploiement de politique, au chicanerie, qui a quand même gagné des places, et puis le reste, gestion des routines et management, qui a perdu une place. Et puis, à la fin, à la politique plus stock et la gestion des équipements, qui est toujours bon dernier, qui est au fil des années, qui n'est pas une priorité. Bon, il y a peut-être des questions à se poser, justement. Peut-être un peu plus de capacitaire dans les cette usines. place et puis peut-être aussi des priorités autres avant d'en arriver là. C'est vrai que quand on est sur la gestion des équipements, ça veut dire qu'on est quand même assez robuste sur le reste et ça explique peut-être l'importance que vous y accordez. Karine, justement, est-ce que quelle est ton analyse sur cette question, sur les classements? Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, chez Renault? Oui, complètement. Enfin, comme je le disais, on a été beaucoup perturbés par les 3 ans, ces 3 dernières années. Donc, ça n'a pas été une des priorités de continuer crescendo sur la formation. Et il y a eu du turnover aussi de notre côté. Donc, il faut remettre tout sur le tapis. Donc, back to basic, formation des collaborateurs pour remettre des compétences, redonner de l'autonomie. Et finalement, pour résoudre un problème, on résout bien un problème par rapport à un écart par rapport aux standards. Donc, avant de résoudre les problèmes, il faut que les standards soient bien robustes et à jour. Donc, ça ne m'étonne pas que finalement, on soit revenu en numéro 1 sur cet item. Et puis, le top 3, déploiement chicanerie, faut redonner du sens à tout le monde après ces 3 années qui étaient perturbées, reprojeter tout le monde vers de l'avenir, vers les objectifs de performance. Donc voilà, non, je suis vraiment pas étonnée. Enfin, on est plutôt aussi aligné côté Renault sur ce top 3. Très bien.
Alors justement, quelles sont les populations aidées en priorité, puisqu'on parlait de l'importance de la formation notamment. Ce qu'on voit, c'est que les managers restent la priorité absolue avec les opérateurs, donc ça c'est stable depuis l'an passé. En revanche, on voit une entrée dans le top 3 des fonctions support qui était en 5e position l'an passé, au détriment de la logistique des fournisseurs. Alors là, pour le coup, je pense que ça s'explique notamment lié au fait que la logistique et les problèmes d'approvisionnement sont un petit peu moins présents, ont été un peu moins présents en 2023. Et donc, on confirme cette tendance de redonner de la priorité sur la population des managers et des opérateurs, mais également on le voit des fonctions support qui ont leur rôle à jouer hein, dans cette culture lean et dans ces pratiques. Les fonctions support, c'est la maintenance, la qualité, les RH, la finance, et chacun bien sûr, a un rôle à jouer important. Il y a peut-être du lean aussi à faire dans ces fonctions. Et du lean, hein, on le voit d'ailleurs de plus en plus, on est sollicité pour accompagner ces fonctions support sur les pratiques lean. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a intérêt. Karine, une nouvelle fois, un commentaire sur ça? Oui, alors les opérateurs, ça reste le cœur. C'est eux qui font les opérations, qui transforment le produit, qui génèrent la valeur ajoutée. Et c'est hyper important d'avoir les fonctions support qui soient à leur service de manière, de façon synchronisée pour que dès qu'ils aient un problème, une contrainte dans leurs opérations, ils soient réactifs par rapport à la levée de ces contraintes. Et pour le coup, ça ne peut pas se faire cette synchronisation sans le support des managers. Donc les managers, ils doivent être en devant de ligne pour prendre, être facilitateurs en tout cas sur les problèmes, remonter les problématiques de terrain et mettre en alignement les fonctions support sur leurs besoins. Et voilà, les managers, ils doivent, comme on le disait un peu plus tôt, comme c'est important pour cette année qu'ils soient en première ligne sur le lean, c'est eux les premiers coachs de toute la ligne interne à l'usine. Et donc, c'est important qu'ils soient, elles, en ligne de front sur ces sujets-là et qu'on les accompagne en priorité. Sur les fonctions support, tu sens un peu cette tendance aussi ou pas Oui, chez Renault de dire oui. il faut qu'on les accompagne? Oui. Oui, oui, oui. Il faut qu'on les accompagne et qu'ils comprennent que leur quotidien est au service de la fabrication quasiment en temps réel et pas quand j'aurai fini mon projet, quand j'aurai fini mes études, ou quand voilà. Il faut absolument qu'on ait une bonne synchronisation entre le terrain, les opérations et les fonctions support. Même les plus éloignées des opérations, comme on peut voir les RH, la finance. Ouais. Il faut les avoir avec nous. Très bien. Merci. Alors, on avait ensuite des questions qu'on avait gardées concernant le développement des fournisseurs. En avez-vous profité pour transformer votre façon d'accompagner vos fournisseurs? On sent que c'est pas une majorité, enfin, c'est pas une priorité absolue. Hein, et de manière globale, on voit qu'il y a une petite progression, mais on reste quand même de moins d'une entreprise sur deux. Alors, il y a quand même 25% qui s'y intéressent. Mais voilà, cet accompagnement des fournisseurs, tel que l'on peut le voir des fois dans des grandes entreprises comme Toyota et autres, ce n'est pas encore la priorité de beaucoup des répondants aujourd'hui et des entreprises. Mais certaines s'y intéressent. On est sollicité de plus en plus sur l'accompagnement de ça, surtout avec des entreprises en effet qui ont un capacitaire avec des objectifs de doubler ou tripler leur volume. Et avec beaucoup Je de pense que fournisseurs. certains qui sont ici se sentiront, reconnaissent ça, et avec des fournisseurs qui n'arrivent pas à suivre toujours. Donc, cet accompagnement des fournisseurs prend de plus en plus de place. La question qui peut se poser, c'est avec qui? Et donc, une des questions qu'on aime poser aussi, c'est est-ce que vos ressources actuelles au sein de vos entreprises vous permettent de relever ces défis du lean? Et là aussi, globalement, on a une entreprise sur deux qui dit non, qui dit non, non, j'ai pas les ressources pour pouvoir relever tous ces défis-là. Même si les chiffres sont assez stables, on est quand même à plus d'une entreprise sur deux. Donc, un vrai sujet sur les ressources. Donc, recrutement avec un marché aussi, je pense, qui est tendu sur le lean, avec des compétences qu'il faut chercher, qui sont très sollicitées. Je ne sais pas si d'ailleurs, François ou Karine, vous avez un commentaire particulier à faire sur les ressources. Un peu à l'imprévu, hein, parce que ce n'était pas prévu. Ou si quelqu'un d'autre a un commentaire. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr que les ressources, mais elles sont rares partout. Elles ne sont pas rares que dans le lean. Donc, Ouais, c'est vrai. en ce moment, les ressources, elles sont rares partout. Je pense que c'est ça qu'il y a aussi derrière. Hein. Donc, parce qu'il n'y a pas, OK, il faut les gens du lean, mais après, s'il n'y a pas les autres, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est avant tout ça. En tout cas, nous,
Au sein d'Alstom, on souffre quand même, mais je pense que comme beaucoup d'entreprises, de difficultés de recrutement. Je le traduirais comme ça, moi. Oui, je pense que si on faisait un petit sondage en live, là, on aurait beaucoup de gens qui disent je recrute, je recrute. Si vous connaissez des profils, envoyez-moi vos CV. Très bien. Karine, je ne sais pas si tu avais un commentaire particulier sur les Non, ressources. mais c'est Tu la recrutes même. aussi? Enfin, Tu ouais, recrutes aussi? bah, en tout cas, dans l'industrie, on a effectivement un petit souci d'attractivité globale, je pense, quel que soit notre domaine. Mais au-delà de ressources, je pense que c'est aussi les compétences. On peut avoir peu de personnes, mais avec beaucoup de compétences. Donc, il faut aussi entretenir ces compétences réunies et condensées sur le plus de personnes possible. Alors justement, merci de m'avoir fait le lien, puisque la question suivante, elle est sur la formation Lean. Et la question qu'on vous pose, c'est surtout comment vous formez aujourd'hui. On avait posé cette question à partir de l'année dernière pour voir s'il y avait cette tendance du distanciel. Et ce que l'on peut voir, c'est que finalement, le présentiel revient en force, on va dire, avec une baisse quand même légère du distanciel. Qui était à 46, on passe à 38. Donc, il y a vraiment cette volonté de revenir sur le terrain, de revenir en salle, de refaire du partage entre pairs. Et on le voit, nous aussi, dans les réponses que l'on fait aujourd'hui, où on nous dit, bon, le distanciel, ouais, vraiment petite touche, mais on veut que les gens soient dans une salle et puissent échanger entre eux. Dans une salle et sur le terrain et aller pratiquer directement sur le terrain. Ouais. Alors, sur la partie lean humain et environnement, parce que le sujet a aussi beaucoup d'actualité, la première question qu'on a posée, c'était notamment par rapport aux notions de frugalité qui sont portées par le lean. Est-ce qu'on va plus loin ou pas? C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le lean, c'est frugal, mais quand on parle aussi de digitalisation ou choses comme ça, la frugalité n'est pas forcément toujours alignée avec ça. Ce qu'on voit, c'est que sur cette question, on a 47% des personnes qui nous disent oui, mais c'est un chiffre qui baisse. On a démarré 72% en 2020. Donc, ça fait quand même une vingtaine de points de perdus. Donc, effectivement, on a tendance peut-être à être un petit peu moins frugal. Et puis, voilà. On voit qu'également plus d'un tiers d'entre vous sont un petit peu perplexes sur le sujet. Ça veut dire, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on le vit finalement? Est-ce qu'on est toujours aligné avec ces notions de frugalité? Et il y a une vraie question autour de ça. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication. Enfin, communication, oui, c'est-à-dire que les gens ne font pas forcément le lien entre lean et frugalité. Alors que c'est complètement intégré, d'accord, la réduction des gaspillages, etc. On est vraiment sur ces notions de frugalité. Donc, on a peut-être aussi beaucoup de com à faire sur l'impact du lean sur la planète, en quoi c'est bénéfique. Je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire. Le lean au quotidien, c'est déjà une forme de frugalité. Ah oui, bien sûr. OK. Alors, en quoi le lean permettra de respecter davantage l'homme et l'environnement de demain? On voit aussi qu'il y a une augmentation du sujet RSE et qu'on est de plus en plus sollicité sur ce sujet autour de la RSE et de l'environnement de façon générale. On a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réponses, 81. Donc, on nous parle beaucoup, évidemment, d'environnement, de QVT, de RSE. Vous voyez, replacer le lean comme un pilier de la qualité de vie au travail. Donc, ça va aussi avec ces notions d'alignement dont on parlait là, entre le quotidien des collaborateurs. Développer davantage les compétences. Donc, là encore, sur la partie compétences, formation. Donner du sens aux démarches. Faire le lien, justement, on le disait à l'instant, entre la réduction des gaspillages et la réduction de l'empreinte carbone. À partir du moment où on réduit nos gaspillages, et bien évidemment, c'est un impact direct sur la réduction de l'empreinte carbone. Renforcer les coûts, voilà. On est vraiment sur une prise en compte importante de la partie RSE environnement au sens large du terme. On le voit d'ailleurs dans certains systèmes, le P de planète qui apparaît de plus en plus et le lien qu'il peut y avoir avec le lean. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier ou pas, Karine et François? Non, mais enfin, moi, le lien, il est évident, si vous voulez. Donc, alors maintenant, on parle de plus en plus de RSE, donc c'est pour ça qu'on se pose cette question-là. Mais après, c'est une évidence, c'est-à-dire le lean, c'est avant tout l'amélioration de la performance. Donc, plus vous allez être performant, moins vous aurez de gaspillage, moins de consommation. Enfin, tout ça, ça va dans le même sens. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de nombreux commentaires autour de ce sujet-là. C'est pour moi une évidence. Oui, c'est lié, effectivement. Ouais. Okay. Ça nous paraît en effet une évidence, mais je ne sais pas si c'est vraiment acquis en fait par tout le monde aujourd'hui, ce lien en fait.
Bah, on Je n'en sais parle pas. pas beaucoup, il faut peut-être plus en Ouais, parler. on n'en parle pas beaucoup. Ouais. 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 Je sais Plus pas, Karine, une si série des tu as sujets. Oui, quelque non, chose mais je sur pense l'environnement. que les sets gaspillage du lean, ils sont assez faciles à mettre en parallèle avec le respect de ce qu'on doit faire pour la planète. Donc, à partir du moment où on consomme moins de pièces, que l'on est plus frugal au quotidien, on va forcément moins aller taper dans les sources de la planète. Donc, voilà, il faut que ce soit. C'est à la fois ce que j'appelle de l'éco-lean, c'est du lean écologique et du lean économique, on gagne sur les deux plans, en fait. Mhm. Parfait. Alors, sur la partie future, on a une question en effet sur la partie usine 4.0 ou industrie 4.0, ça dépend comment on l'appelle et où on est. On sent que c'est assez stable, hein, c'est-à-dire que globalement, il y a quand même 70% pour qui les projets d'investissement ne sont pas freinés. On est en augmentation, donc ça veut dire que voilà, les gens investissent quand même sur l'industrie 4.0 et donc on est très stable là-dessus. Un autre sujet qu'on avait relancé l'année dernière, parce qu'il y avait quand même tout ce mouvement de la relocalisation, on s'est dit, est-ce que ça va bouger ou pas? Eh bien, ça ne bouge pas beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'on avait, juste après le Covid, c'était dit, enfin, il y avait tout ce mouvement de relocalisation, il fallait réimporter, enfin, relocaliser des choses. Et là, on s'aperçoit que finalement, ça ne bouge pas beaucoup. Ça confirme aussi un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dans le Figaro, où finalement, il y avait 9, je crois, patrons sur 10 qui disaient qu'ils n'avaient pas d'intention de relocaliser dans les prochaines années. Donc voilà, donc c'est un sujet. Là, on le pose parce que c'était une question qu'on s'était posée l'année dernière. Mais voilà, on ne sent pas un mouvement hyper global sur la relocalisation de nos activités en France. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Pas forcément. Moi, je suis pas surpris de ça. Je veux dire, comme je le dis avec quelques collègues de chez Alstom, tous ceux qui s'en vont dans le low-cost country, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Donc, ça veut dire qu'on ne bosse pas encore assez sur le lean et l'amélioration de nos performances. Et qu'on a toujours cette facilité d'aller vers le low-cost country, parce que c'est avant tout évident. Donc, je pense que c'est parce que notre culture et nos percées lean dans nos entreprises n'est pas encore assez présente. Donc, on a encore du pain sur la planche. Ouais, tout à fait. Et puis, Très je bien. ne pense pas que ça change demain encore, mais il faut y arriver. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai quand même vu quelques visites, là, on a fait les dernières années. Il y a quand même quelques entreprises qui relocalisent avec quelques beaux succès. Donc, je suis allé, c'était chez Massey Ferguson, là, du côté de Beauvais. Là. Ouais. Ils font de la relocalisation de Chine vers chez eux. Donc, il y a quelques bons exemples, mais faut-il encore que les présidents des entreprises soient convaincus. Donc, c'est là où il faut aller convaincre. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des propositions à faire pour le lean de demain? Et puis après, on pourra passer aux questions, peut-être, si vous en avez, ou remarques. Là aussi, pas mal de commentaires sur le lean de demain. Revenir en effet à du lean humain. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On a fait un peu une synthèse de ce qui ressort. Le focus sur la formation durable. Il y a la notion aussi qui revient. Quelques commentaires ont été faits, se dire il faut imaginer le lean aussi en phase de décroissance. Parce qu'on est toujours en phase de croissance. Donc, quand on est en croissance, c'est facile à faire, du lean. Mais quand on est en décroissance, qu'est-ce qui se passe? On a aussi pas mal d'idées qui sont revenues autour du digital ou de l'IT global, c'est-à-dire comment on poursuit la digitalisation, comment on fait le lien avec les data. Aussi l'IA, dont on parle de plus en plus, comme vous l'avez suivi. Est-ce qu'il y aura un lien entre IA et lean demain? D'accord, il y a certainement des questions à se poser là-dessus. Toujours aussi des idées autour de la simplification, la démocratisation du lean, pour qu'on ne soit pas dans un discours d'expert, mais qu'on arrive vraiment à embarquer tout le monde sur cette thématique-là. Donc aussi améliorer la communication, voilà, et être vraiment sur de l'adaptation. Voilà ce qu'on voulait vous dire par rapport. C'est bien, on est dans le timing. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui, alors je ne sais pas, Nicolas, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été remontées, ou est-ce qu'on peut ouvrir maintenant
On a encore un petit peu de temps. Alors, ça a été très calme d'un point de vue question. Ouais. Donc, Alors, n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat pour poser vos questions par rapport à la présentation. Donc, on a Marie-Hélène qui vient de poser une question par rapport à dans une société d'immédiateté, comment créer durablement la culture du lean et l'implication des managers? Et est-ce qu'il y aurait des idées novatrices? Très bonne question, Marie-Hélène. alors, est-ce que ça vous inspire? Des idées novatrices, pas forcément, non. On est tous preneurs d'idées novatrices. C'est justement, il y en a un ou une qui a une bonne idée, voilà, ça intéresse tout le monde. Non, mais je pense que c'est toujours, il faut pas lâcher. Hein, c'est comme c'est dit dans la question, c'est une question de culture. Donc, est-ce qu'on a une culture? C'est toujours du temps long. Donc, mais moi, je pars du principe qu'il faut jamais rien lâcher. Et les idées novatrices, non, il faut revenir en permanence sur le sujet et être convaincu. Donc, et la question, c'est comment convaincre nos patrons? Ça, c'est peut-être la question qu'il y a derrière. Je ne sais pas, mais en tout cas, des idées novatrices, non, je n'en vois pas. Hein, c'est avant tout ce qu'on a déjà dit, hein, c'est la formation des gens, la culture derrière, la façon de faire. Donc, et si vous aviez à convaincre justement un patron aujourd'hui, comment vous le feriez finalement? Parce que c'est derrière la question. Souvent, on a en effet, surtout dans des entreprises plus récentes, un peu start-up, qui ont envie de faire du lean, mais sans trop savoir comment y aller. Quels seraient les conseils que vous leur donneriez aujourd'hui? Pour moi, c'est d'aller voir, prendre un exemple et d'aller voir où ça marche dans une entreprise équivalente. Ouais. Le benchmark, ouais. C'est avant tout ça pour moi. Et essayer, mais il faut aller dans l'entreprise qui est à peu près de la même taille pour que le dirigeant puisse s'y retrouver, quoi. Mais dire, ouais, mais ça, c'est pas possible chez moi parce que moi, je fais ci, moi, je fais ça. Je suis pas dans la même région. OK. Karine, un avis là-dessus? Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour convaincre les patrons d'aller vers le lean? Je pense qu'il faut leur rendre accessible cette culture. Enfin, ce qu'on constate, c'est que depuis de nombreuses années, c'est des référentiels qui ne sont pas très digestes, qui ne sont pas forcément accessibles au quotidien. Donc, on fait un gros travail justement de lean sur nos propres référentiels pour faire simple. Alors, faire simple, c'est compliqué parce qu'il faut du coup faire le tri dans ce qu'on leur laisse en accès avec grosse valeur ajoutée, de ce qu'on peut garder en expertise. Voilà, enfin pour moi, c'est un peu le travail que l'on oriente là, c'est de simplifier nos référentiels pour les rendre plus accessibles et sortir du domaine de l'expertise. C'est pas facile. C'est loin d'être facile de faire simple. Et Nicolas, je vois qu'on a d'autres questions. Alors, on a d'autres questions. On a des questions sur le management visuel et digitalisation. On a aussi sur la transformation 4.0. La dernière de Caroline a reçu pas mal de soutien des participants. Donc, management visuel et digitalisation, pardon. Comment se positionner vis-à-vis de cela? Doit-on toujours imprimer pour rendre visibles les problèmes? C'est des discussions qu'on a assez régulièrement avec nos clients. Donc, si vous avez des inputs, ce sera apprécié. Est-ce qu'on met tout sur écran? On reste sur paperboard ou tableau blanc et marqueur rouge et vert, grosso modo. Un avis, François et Karine? Alors, on peut pas. Le management visuel reste la base, rouge-vert, savoir où est l'écart. Malgré tout, effectivement, on est dans nous, chez Renault, on se digitalise énormément, donc on peut avoir cette crainte de perdre du management visuel au global par le papier. Ce qu'il faut, c'est arriver à convertir toute la donnée pour que elle arrive en tant que telle à alerter le manager ou la personne sans qu'il y ait besoin de ce support de management visuel par tableau. En fait, c'est la donnée qui doit faire le tri finalement pour donner la bonne alerte au bon moment. Voilà. On voit aussi des allers-retours. Hein. J'ai vu en effet chez des clients le 100% digitalisation et puis on revient un petit peu en arrière pour digitaliser certaines choses, mais pas tout. François, un avis là-dessus? Ouais, l'avis, je me le forge en avançant. Vous m'aurez posé la question il y a 3 ans, j'étais
pour garder du papier, mais je pense qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc, le digital, il faut l'intégrer et s'en servir le mieux possible. C'est moi ce que j'essaye de pousser. Donc, on a maintenant tout un tas de données. Par contre, le problème, il doit être rendu visible. Et donc, cette notion d'affichage pour des équipes, parce qu'on ressent quand même qu'on a toujours besoin d'être dans un lieu, de regarder des choses, etc. Derrière, ça peut être, moi ce que je demande, c'est avoir quelques écrans et se servir des écrans. Un écran, ça permet d'afficher des choses. Donc, ça veut dire qu'à la place d'avoir du papier, vous avez, au lieu d'avoir, je sais pas, 50 papiers, vous avez un seul écran qui vous permet de visualiser ce qui se passe. Donc, j'ai quelques exemples sympas où on a digitalisé des morning meetings, c'est-à-dire qu'avant, il y avait du papier, mais on avait 10 projets. Donc, les gens me disaient, mais François, ce que tu demandes, c'est pas faisable. On n'arrive pas à afficher tous les trucs. J'y trouvais moi des solutions où on va voir sur des écrans. Et donc, ils ont fait des choses plutôt très sympas. Donc, on arrive à mixer les deux. Je pense qu'il faut mixer les deux. Et je pense que la technologie va évaluer. Demain, les écrans, on pourra les remplacer par du papier. À l'inverse, le papier pourrait être complètement remplacé par les écrans. Alors après, c'est la question de frugalité qui reviendra sur le devant de la scène. C'est exact, c'est exact. Donc c'est Mais toujours même cet chez équilibre Toyota, entre- ils digitalisent. J'ai pu voir ça. Ouais, tout à fait. Ils ont tout un tas de réflexions sur digitalisation et résolution de problèmes et visualisation des problèmes, mais ils ont beaucoup avancé sur la digitalisation. Le dernier site Toyota qu'on a visité il y a quelques mois, dans les Carafourches, là, ils avaient en effet digitalisé tout ce qui était temps réel finalement. Donc l'animation en temps réel avec les indicateurs qui tombent tous les jours, toutes les semaines. Par contre, ils avaient gardé en papier et sur le mur tout ce qui est justement chicanerie, déploiement de politique avec les revues. Là, du coup, c'était vraiment la war room et ils avaient besoin de partager ça. Bon, c'est un exemple, hein, mais très bien. Il nous reste encore quelques minutes. Nicolas, des questions? On a 2 questions. Il y a une question assez intéressante de Mathieu Desrobert qui explique que pour lui, ils ont une stratégie donc à l'inverse des low cost, où ils internalisent au maximum et le lean sert à bien faire. Et il se pose la question s'il est ou s'ils sont l'exception. Il faudrait qu'on puisse demander aux autres peut-être de se prononcer, mais Ça va dans le sens de ce que disait François tout à l'heure. C'est vrai que c'est une exception. Mais on en voit de plus en plus, mais quand même, ça reste pas énorme. Et on a une question donc d'Eric qui parle d'écart au standard et de problèmes. Et la question qui est posée, c'est comment dynamiser au mieux la résolution de problèmes qui est pour lui, donc, en tout cas qu'il le perçoit, difficile. Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? comment on fait pour que le matin, en arrivant au bureau, on se dise tiens, je vais faire un A3 ou un QC Story ce matin parce que je me sens en forme et je vais faire une petite résolution de problème. Le jour où on La arrivera à culture faire est quand ça. même assez clé. Ouais. Est-ce que vous avez des baguettes magiques, François et Karine, pour inviter et motiver vos équipes à résoudre? Sur le QC Story, on s'est aperçu qu'il y avait particulièrement un élément qui était assez fragile dans la maîtrise, c'était le 5 pourquoi. Et ça aussi, ça paraît tout simple et c'est hyper compliqué d'en faire un bon 5 pourquoi pour arriver vraiment aux causes racines et défaillances. Et puis aller jusqu'au bout du problème où finalement on a derrière un problème organisationnel, voire managérial plutôt que technique. Et donc on s'est redonné comme travail sur l'année passée de refaire une réingénierie de ce module sous un format très très pratique, un format dojo où on peut apprendre en moins d'1 heure les bons ingrédients pour faire un bon 5 pourquoi. Mais c'était vraiment l'aspect de fragilité de l'analyse qui a été redonné sur ce point-là. Ouais, moi, deux mots là-dessus. Je vais revenir à ce que j'ai déjà dit. Il faut trouver les gens qui ont envie de le faire. Ça, c'est le premier truc. Mais les gens qui doivent avoir envie de le faire, c'est le management. Donc, ça veut dire le conseil, c'est former déjà le management au plus haut niveau. Si vous ne passez pas par là, ça ne fonctionne pas. Donc, et le management doit être demandeur. C'est-à-dire le matin, une réunion de pilotage, moi j'appelle ça des morning meetings. Il ne faut pas avoir peur de poser la question pourquoi. Et moi j'ai observé beaucoup
on a souvent peur d'ennuyer l'autre en lui disant mais pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as ça? On a la crainte de lui dire mais tu t'occupes de quoi, toi? Et donc, il faut surtout ne pas avoir peur et franchir ce pas-là. Et pour moi, c'est avant tout le management qui doit le faire. Et si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Bon, après, il faut déployer tout le reste, c'est-à-dire beaucoup de formations. Donc, chez Alstom, sur la France, on s'est lancé depuis 2 ans, on a dû former plus de 3000 personnes. Du problem solving, comment je fais un 5 pourquoi, comment je fais un A3. Et puis après, on essaye de dynamiser derrière les QRQC en y mettant ce qu'on appelle de la gouvernance. Alors normalement, ça ne devrait pas exister, ça devrait faire seul, mais pour amorcer le système, vous êtes obligé, d'avoir les managers, 2, de former, et 3, de mettre un peu de gouvernance dans tout ça. Et vous allez voir, avec beaucoup d'énergie, d'envie, on arrive à transférer les choses. Ça passe en effet par les rituels et la gouvernance de ces rituels. Mettre un peu sous contrainte quand même. Ouais, mais le management, il faut absolument que le management pose la question. S'il ne pose pas la question, et s'il n'est pas demandeur, ça ne fonctionnera pas. Donc avant tout, il faut passer par eux. Très bien. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Eh bien, allez, Oui. allons-y. On a une question de la part de Ludovic qui dit: dans un contexte de pénurie de certaines ressources sur le marché de l'emploi, en quoi le Lean permet de votre point de vue de freiner le turnover et d'améliorer l'engagement et l'attachement des personnes à l'entreprise? Alors, est-ce que ça vous inspire? On est sur comment le Lean peut finalement freiner les départs et donner un peu plus d'attractivité, non? Si je résume un peu, c'est ça? Ouais. Enfin, mon point de vue, c'est d'abord par le washing connery. À partir du moment qu'on projette une vision, une transformation des objectifs, ça donne du sens. Ça donne du sens pour avancer et de voir au quotidien à quoi on sert et à quel service on est employé. À partir du moment que tout le monde trouve sa place et le fait au quotidien pour contribuer aux objectifs de son entreprise, ça aide énormément. Ça aide énormément. Est-ce qu'on fait de l'attractivité avec le Lean? Est-ce qu'une entreprise Lean est plus attractive que les autres? Ce serait une bonne question à poser pour le baromètre 2024. Tout à fait. Très bien. Je ne sais pas si François, tu as une remarque par rapport à ça ou s'il y a une autre question. La remarque, je ne pense pas que le Lean ait plus de notion d'attractivité derrière. C'est comme le dit Karine, c'est comme dans toute entreprise, c'est comment vous arrivez à impliquer les gens. Si ceux qui y travaillent se sentent impliqués, que vous faites du Lean ou pas, on peut quand même impliquer les gens. On ne peut pas dire que le Lean fait tout. Mais c'est sûr, cette notion de déclinaison chicanerie, comme le dit Karine, c'est une bonne façon d'impliquer les gens. Mais je pense qu'on peut le faire d'autres façons. Donc, je ne suis pas sûr que le Lean est un contributeur, mais pas lui unique. Pas unique, ouais. Par contre, il prône en effet ces valeurs de collectif, d'implication, de chantier. Tout à fait. Et ça, c'est en effet quelque chose que les gens apprécient quand on les lance, en tout cas. De travailler en équipe, oui, tout à fait. Ouais, travailler en équipe, ouais. De faire grandir les gens, de passer les gens à la place avant la technique, etc., bien sûr. Oui, tu as raison de le souligner aussi, hein, mais le Lean, c'est avant tout développer des compétences, on en a parlé. Et donc, c'est aussi, du coup, être sûr qu'entrer dans une entreprise qui est Lean, c'est normalement intégrer des parcours et continuer à grandir pour donner cette autonomie sur la résolution de problèmes et sur tout ce qui va avec, en fait. Ouais. Nicolas, est-ce qu'il y a une toute dernière? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure, Ricardo, je crois, mais je ne sais pas s'il a posé une question ou pas. Non, mais il y a une dernière question qui a été déjà un petit peu abordée, mais qu'on peut peut-être préciser. C'est: comment voyez-vous l'articulation entre le Lean et la transformation Industrie 4.0 en parallèle, en séquentiel ou en remplacement? Est-ce que le 4.0 est un accélérateur? Est-ce que ça remplace le Lean? C'est ça la question? Moi, je dirais, chez Renault, on est quand même très, très avancé de ce point de vue-là. J'avais passé 3 ans au Japon où j'ai appris le Lean avec mes collègues japonais de 2017 à 2020. Quand je suis revenue chez Renault, donc j'étais chez Nissan, quand je suis revenue chez Renault, j'ai eu l'impression de faire un bond dans le futur parce qu'en 3 ans, l'entreprise était complètement digitalisée. Et j'ai eu beaucoup de mal, du coup, à retrouver mes repères au début. Mais néanmoins, forcé de m'y intéresser, au final, on s'aperçoit qu'on enlève énormément de gaspillage à travers le digital, ne serait-ce que le zéro papier. Et ensuite, avec une donnée bien structurée, on gagne énormément de temps. On accélère finalement notre résolution de problèmes.
Et ce qui est important, c'est qu'à travers nos interfaces digitales, on peut aussi faire en sorte que ce soit plus intuitif pour les gens. Pour les gens sur le terrain, naviguer comme sur son iPhone, du coup, on n'a pas besoin de notice quand on démarre son iPhone. Quand une appli digitale est bien conçue, finalement, elle est utilisable facilement. Du coup, ça permet de faire des choses aux opérationnels à travers digital qu'on n'aurait jamais réussi à faire aussi facilement à travers des techniques et des outils. Voilà. Donc, je Très dirais bien. que c'est séquentiel quand même. C'est qu'on ne fait pas une bascule du jour au lendemain. C'est petit à petit, C'est on un injecte du accélérateur. digital. Ouais. Moi, j'avais une question peut-être, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur un des slides, c'est on parle beaucoup d'intelligence artificielle, IA. Est-ce que IA et Lean, ça parle, ça bosse ensemble? Ça fait sourire François. Non, parce Est-ce que que la demain, on question est aura une difficile, appli donc où- tu as envie de lui retourner la question. Non, mais est-ce que demain- Et toi, Carlos, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je rêve d'avoir un chat GPT où je dis j'ai eu 8 problèmes sur la ligne Tartampion hier, que dois-je faire? Et puis le truc, il me dit tourner Non, la mais- vis de un quart de tour et Ouais, augmenter non, la mais vitesse de 3%. Non, mais je Et, pense que l'IA, enfin, c'est comme l'a dit Karine avec la digitalisation, mais l'IA demain va nous aider justement à analyser nos problèmes, puisque enfin, ça dépend quelle industrie ou quelle société vous êtes, mais si vous êtes de la grande série, vous allez emmagasiner beaucoup de données et ça va accélérer la résolution de problèmes. Ça, c'est évident sur cet axe-là. Et puis, on a du mal toujours à convertir certains en se disant oui, mais en faisant du lean, tu auras forcément les résultats. Avec la data, c'est plus facile de corréler en disant bah tiens, tu as fait ça, ça, ça. Voilà, les résultats ont eu un impact de ça, ça, ça. Voilà. Ouais. Donc ça, on peut faire apprendre des modèles par rapport à ça. Et limite commencer à travailler sur du prédictif en fonction de ce qu'ils font. Donner à Les manger algorithmes. à l'outil pour qu'il soit prévisible pour la suite, quoi. Très bien. Ok. Bon, on arrive au Voilà. bout. Je ne sais pas, Nicolas, il nous reste 5 minutes, mais je pense que c'est bon. Merci. C'est bon. N'hésitez pas à laisser des commentaires en conversation hein, si vous souhaitez nous faire un retour, des feedbacks sur cette restitution. On retrouvera bien sûr la vidéo et la restitution également que l'on vous mettra à disposition. En tout cas, merci encore à François et Karine pour leur temps, de Merci nous à avoir vous. partagé leur expérience et leur retour et toute leur historique par rapport à ces différentes questions du baromètre. Nous, on sera là à nouveau l'année prochaine pour le baromètre 2024. N'hésitez pas d'ailleurs, là sur le chat, à nous laisser des questions éventuellement que vous aimeriez qu'on pose. On essaie de ne pas trop les bouger d'une année sur l'autre pour garder cet historique. Néanmoins, on peut injecter une ou deux questions de temps en temps et peut-être même en supprimer. Donc, si vous avez des idées de questions qu'on pourrait intégrer l'année prochaine, surtout, nous sommes preneurs. Et donc, merci Greg pour cette restitution. Merci François, merci Karine et merci à vous tous pour cette restitution. Et on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci Nicolas aussi. Merci. J'ai oublié de saluer Nicolas. Merci à tous. Merci au revoir bien. à tous. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.